Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast numéro 9 du Festival du Bon Film. Bonjour Marc. Bonjour Alexis. Nous allons aborder donc les sorties cinéma et DVD Blu-ray 3D du 1er février 2017. Donc j'espère que vous avez vu évidemment la petite émission que l'on a montée sur La La Land qui est très très intéressante avec un débat forcément sur l'univers des comédies musicales. Mais cette semaine, au cinéma, c'est un peu moins musical puisque nous allons aborder un peu plus l'Amérique au cinéma avec à la fois le nouveau film de Ang Lee, Un jour dans la vie de Billie Lynn et le Jackie, donc qui aborde un petit côté de l'Amérique très intéressant. Côté DVD et Blu-ray, on a remarqué surtout Kubo et l'Armure Magique qui était un des meilleurs films d'animation sortis l'an dernier. Et également, côté français, La Danseuse de Stéphanie Di Giusto qui est sorti donc en DVD et Blu-ray chez Wildside. Mais d'abord, donc cinéma avec le nouveau Ang Lee qui traîne toute une polémique, on va en reparler là-dessus. Mais donc, Un jour dans la vie de Billie Lynn ou Billie Lynn's Long Halftime Walk. Donc le nouveau film de Ang Lee qui avait été il y a 4 ans, 5 ans oscarisé du meilleur réalisateur pour l'Odyssée de Pi. Donc petit pitch Marc de Un jour dans la vie de Billie Lynn. À quoi ça ressemble ? Eh bien Billie Lynn, c'est un Marines américain qui est déployé en Irak avec toute son escouade qui au cours d'une mission qui a été assez désastreuse, ils ont perdu leur sergent, mais en faisant ça, il y a Billie Lynn qui a accompli plus ou moins un acte héroïque en attaquant de front les insurgés pour pouvoir à un moment sauver son sergent. Et donc, qui sont rapatriés aux États-Unis pour faire une tournée de propagande, entre guillemets, façon Mémoire de nos pères, et on y reviendra. Une tournée de propagande pour vendre la guerre en Irak, se faire mousser au milieu de tout le monde. Donc évidemment, c'est un film assez critique, assez satirique là-dessus. Mais après, justement, ce fameux acte héroïque, c'est surtout parce qu'il a été filmé par une caméra et tout ça. Ça a été repris par les médias. Et tout d'un coup, ce héros qui sort de nulle part, enfin qui est juste un soldat, qui a fait son travail, qui a voulu sauver son sergent, en gros, il a fait la chose pour laquelle il est entraîné. Tout d'un coup, devient le héros de l'Amérique du jour au lendemain. Et justement, en fait, on suit toute son escouade qui bénéficie de l'impact médiatique de la tournée, qui font la tournée avec lui, en Humvee, à faire des shows à la mi-saison pour le football américain, etc. Pour moi, c'est méga coup de cœur de l'année. Je pense pour l'instant, il est déjà dans le top 20 2017 assuré. Après, est-ce qu'il y arrivera dans le top 10 ? Je ne sais pas. Mais on va déjà commencer un petit peu vite fait sur la polémique parce que le film a été tourné, donc c'est un nouveau procédé technologique, tout ça, puisque Ang Lee, on l'avait connu là-dessus sur l'Odyssée de Pi où il essayait plein de choses avec de la vraie 3D, de la 3D native. Et donc Billie Lynn, ça a été tourné en 3D native, donc en véritable 3D, donc avec deux caméras, tout le bazar, on vous explique pas, mais surtout en 120 images par seconde, donc c'est le HFR qu'on avait connu sur le Hobbit, mais le Hobbit, lui, n'avait été tourné qu'à 48 images par seconde. Là, Ang Lee a poussé le vice jusqu'à 120 images par seconde, donc en quelque sorte, c'est la limite maximum, ou en tout cas minimum, de la vision de la réalité que nous, on peut avoir. Percevoir, oui. Voilà, et que même James Cameron avait plus ou moins promis sur les prochains Avatars. On ne sait pas encore ce qu'il en sera. Et en fait, le film, en tout cas aux États-Unis, a fait un four. Ce qui fait que maintenant qu'il sort en Europe, parce que ça c'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en Angleterre. En France, il n'a été diffusé uniquement en version déjà pas 3D mais 2D et pas de HFR 120 images par seconde. Même dans les projections presse auxquelles nous on a pu avoir accès, c'était en 2D classique bazar. Donc c'est comme si en gros Ang Lee avait tourné un film en 3D en couleur et puis on l'avait diffusé en noir et blanc et en 2D quoi. Donc, voilà. C'est où est-ce qu'on en est, parce que est-ce que c'est une question de risque d'argent, de financement d'une d'autant plus qu'il a vraiment ce qui s'appelle une sortie technique en France en tout cas, puisqu'il a été distribué sur 15 copies dans toute la France, sur Paris c'est 4 salles quoi. Sans promotion, pas de bande-annonce, pas d'affiche, donc c'est vraiment une sortie technique pour dire
il est sorti, il a eu son visa d'exploitation, il est sorti, etc. Et bon, c'est quand même un petit peu malheureux que, quand bien même le film ait été un flop aux États-Unis, qu'on ne puisse pas prendre un petit peu de recul, parce que on va dire qu'il y a presque aussi des raisons dans la thématique du film qui fait qu'il ait du mal à être accepté aux États-Unis. C'est, je dirais, presque normal. Et je trouve ça dommage qu'on ne lui donne pas une chance en France quand, évidemment, il ne va pas faire un carton, mais au moins le distribuer sur, je sais pas, pouvoir le distribuer sur 100 salles. Non, parce qu'après, dans d'autres genres différents, tu vois, l'an dernier, il y avait Popstar, Never Stop, Never Stopping en comédie, qui avait fait un flop aux États-Unis, qui est sorti directement en DVD chez nous, ou il y a 2 ans, Hacker de Michael Mann, qui avait fait un four aux États-Unis et qui est sorti pareil dans très, très peu de salles. Mais à ce moment-là, peut-être aurait-il mieux valu le sortir directement, au moins en vidéo 3D, qui soit un petit peu plus conforme. Alors je crois que le support vidéo n'est pas encore compatible 120 fps, etc. Non, je crois pas. Mais pas que Sony a par contre bien prévu de sortir le film en 3D. Donc au moins ça aurait été une compensation, parce que du coup on ne l'a pas vu en 3D, on ne l'a pas vu en 120 fps. On veut quand même en parler parce que c'est un joli film, mais voilà, il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on va dire, quand même on en dit du bien ou quand même on a des efforts à relever, on est tout à fait conscient et on le regrette un peu qu'on a vu que voilà, une partie du film, qu'on a vu qu'une partie de ce qu'a filmé Ang Lee, et que le film qui se présente vraiment comme une expérience très immersive, entre guillemets, dans la peau du vétéran Billy Lynn, évidemment, là, on perd une partie de cette immersion, d'autant plus que le procédé est tel, c'est-à-dire que 120 fps, c'est quand même vraiment énorme, c'est assez extrême. Il y a plein de personnes, moi j'ai vu beaucoup de retours de personnes qui ça n'a pas du tout plu, sachant que déjà sur le Hobbit à 48, ça n'a pas du tout fait l'unanimité. Déconcerté pas mal, ouais. Le procédé est extrême sur en plus un petit film, parce que c'est pas comme si c'était un blockbuster à 200 millions qui te montrait son gadget. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu sais combien c'est le budget d'ailleurs de Billy Lynn ? 40 millions. C'est rien du tout par rapport à un méga blockbuster Marvel ou un truc comme ça. C'est le budget de Red Dingue. et donc voilà, donc c'est un assez petit film sur lequel il déploie du coup ce procédé qui du coup, de notre point de vue, même si on n'a pas vu comme ça, est complètement narratif. Bref, pour revenir au film. Au-delà du procédé. Au-delà du procédé, le film a beaucoup été comparé, mais pour moi, c'est pas du tout un reproche, parce que Ang Lee ne l'étale jamais sur l'écran. Il a beaucoup été comparé à Mémoire de nos pères. Et c'est très bien. Parce que voilà, donc Mémoire de nos pères, c'était un film qui était sorti en 2005 ou 2006. 2006, de Clint Eastwood. Sur la bataille d'Iwo Jima, sur des Marines qui étaient rapatriés aux États-Unis pour faire la propagande. Parce que c'était ceux qui étaient. Qui avaient soi-disant. Voilà, qui étaient soi-disant ou censés être sur la fameuse photo du drapeau qui est planté sur le mont Suribachi. Et donc, qui font la propagande pour l'armée américaine pour que la guerre puisse continuer, etc. Pour acheter des bons. Parce qu'elle coûte une fortune. Et évidemment, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux films où il y a un petit peu les mêmes allers-retours, il y a un petit peu la même manière de monter les allers-retours entre l'absurdité des scènes de l'IS américaine et la guerre, entre certaines scènes dans le stade, parce qu'il y a tout un truc dans le stade où ils font partie d'un spectacle avec Beyoncé qui est complètement, décalé. Absurde. Et le film d'ailleurs est assez malaisant. Dans l'ensemble, le film, il y a des très belles scènes surtout, mais il y a quand même des passages très malaisants. Ça joue sur le malaise permanent. C'est quand même pas un film qui est très élogieux sur les Américains. C'est pour ça aussi que il y a eu cet échec aux États-Unis, parce que le film est complètement contemporain de la guerre du Golfe, à son pire, à l'époque où elle a eu le moins de popularité. De toute façon, on n'en a jamais eu beaucoup. Parce qu'en plus là on est à Dallas, donc on est en plein milieu du Texas, la glorification de George Bush, de la mission militaire, enfin voilà, et eux arrivent avec leur bagage, leur trauma, puisque Billy Lynn il a ce fameux syndrome post-traumatique de la guerre, il a des résurgences, des souvenirs, des cauchemars de ce qui s'est passé là-bas, de ce fameux moment pour lequel tout le monde le glorifie, alors que pour lui, justement, il le dit, on glorifie le pire jour de sa vie, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Ang Lee, parce qu'après, il adapte un livre, mais je n'avais pas lu le livre, mais il faudrait savoir si c'est à peu près à ce même niveau-là, c'est qu'il place les soldats
coincé entre deux mondes, entre deux hontes en quelque sorte. Parce que d'un côté, donc, on a justement cette fameuse Amérique paillette avec méga show qui est complètement ailleurs, qui se sont réappropriés la guerre comme un spectacle, comme un show où l'Amérique gagne à tous les coups contre le reste du monde. Donc, qui sont complètement déconnectés de la réalité des soldats qui se confrontent à la guerre sur place. Mais aussi, il y a cette autre Amérique, c'est l'Amérique de Billy Lynn, de sa famille, qui, eux, veulent, qui est représentée notamment par Kristen Stewart, qui, eux, veulent qu'il rentre à la maison, qui comprennent pas forcément l'engagement de Billy Lynn dans la guerre et qui décident d'y retourner, sachant que eux savent qu'il est un petit peu traumatisé. Et justement, on a les soldats qui sont coincés entre les deux, entre cette honte, cette culpabilité, donc d'être considérés comme des héros d'un côté, alors pour eux, ils font leur travail et souvent, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et de l'autre côté, cette culpabilité de vouloir quitter leurs potes pour revenir avec leur famille et d'avoir un autre sentiment d'abandon de leurs potes qui veulent repartir au combat, quoi. Voilà, donc d'autant plus, c'est ça qui est terrible dans le film, c'est qu'il n'y a pas forcément ce côté, comme chez Catherine Bigelow, la guerre est une drogue, etc. Évidemment, Ang Lee montre une image très néfaste du conflit, mais comme il est très très centré sur l'aspect camaraderie qu'il y a dans l'escouade. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il faut remarquer vraiment le très 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 beau casting qu'a constitué Ang Lee pour le film. C'est clair. En plus, c'est pas forcément Enfin, c'est un très beau casting, mais c'est pas forcément un casting all-star comme on pourrait le vendre aux Oscars. Celui qui fait Billy Lynn, donc Joe Alwyn. C'est son premier rôle, je crois. C'est son premier rôle, c'est Introducing Joe Alwyn, qui est très 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 bien. C'est en fait très sobre. C'est ça qui est très beau dans le film, c'est que l'ensemble du casting est sobre. Comme bon, Kristen Stewart, c'est pas une surprise, parce que c'est une actrice qui devient très très chouette, enfin, qui fait vraiment plein de bons choix. En plus ici, c'est marrant parce qu'elle aussi, elle a son trauma à elle. Pour des raisons un petit peu différentes, parce qu'elle a été agressée, etc. Et elle apprend la culpabilité parce que il y a tout un passif, tout un background qui en gros fait pousser l'engagement du fameux Billy Lynn, qui a été poussé par sa sœur. C'est lié. Sachant que le destin de l'un se répercute sur l'autre, et c'est très tragique, mais c'est très beau. Et puis surtout, celui qui m'a complètement épaté, mais bon, ça fait un petit bout de temps que je l'aime bien, c'est Gareth Edlund, qui était vraiment, vraiment excellent. C'est vrai. Il m'a fait beaucoup penser, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais il m'a beaucoup fait penser à Ed Harris dans ses plus jeunes années. C'est vrai. Ce côté figure extrêmement autoritaire, mais il y a quand même ce côté attachant, cette allure militariste, mais quand même bel homme, etc. Il y a un petit côté humain, un peu comme dans les L'étoffe des héros, trucs comme ça, quoi. Voilà, et ainsi de suite pour le beau casting. Même quand il y a des plus petits rôles, par exemple t'as Chris Tucker qui fait un producteur qui est absolument insupportable. Puis vers la toute fin du film, dans les 15-20 dernières minutes, il a 2-3 répliques. Il a 2-3 petites séquences individuelles qui sont super. Qui éclaircissent son personnage, mais qui marquent aussi une évolution dans le personnage, qui sont très très belles. Et puis aussi Vin Diesel. C'est clair. Je te laisse un petit peu en parler, parce que tu as vu Triple X3, enfin moi aussi, mais on a vu tous les deux Triple X3, donc on passe d'un extrême à l'autre. Justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un mois d'intervalle, on a quand même un des pires films de l'année, donc Triple X3, où donc Baboulinet est au sommet de sa forme dans la connerie, quoi, où il sort des répliques, mais les plus nulles du cinéma. Et là, dans le Ang Lee, il prouve s'il est bien dirigé, par un réalisateur au moins qui porte attention à ce qu'il est, même si c'est le plus immonde connard derrière la caméra, il peut devenir un très très bon acteur, touchant, devant chez Spielberg, chez Ang Lee, chez Lumet, voilà, si c'est né Lumet. Donc c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est lui qui joue le rôle du fameux sergent qui mourra en quelque sorte dans les bras de Billy Lynn, et son personnage est très beau parce que c'est vraiment un rôle qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les militaires américains. Non, voilà, il est vraiment l'antithèse parfaite du sergent Hartman, on pourrait dire, de Metal Jacket.
Alors en plus c'est marrant parce qu'au début, la première fois qu'on le voit, il se présente un peu comme le sergent, un peu mastoc, un peu ronchon, etc. Vas-y, fais des pompes dans le sable. Fais des pompes, tu me cherches soldat, etc. Puis en fait, au fur et à mesure, c'est un disciple spirituel très, très versé dans... Même un mentor. Un mentor, oui, pardon. Un mentor spirituel très versé dans l'hindouisme, etc. Et qui a plein de... Voilà, qui a une manière d'entrepercevoir la vie qui est... le gars, il parle du karma. Qu'il essaie de communiquer justement à Billy Lynn, parce qu'il y a une relation de mentor à disciple avec Billy Lynn qui est très intéressante, qui est très jolie, qui est très dramatique évidemment, parce que le moment venu, ça jouera sur l'impact émotionnel. Et je trouve que tout ce travail-là sur les acteurs est très 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 représentatif de tout l'effort qu'a fait Ang Lee par rapport, par exemple, moi j'ai pas vraiment aimé l'Odyssée de Pi pour plusieurs raisons, pour le côté très un petit peu démonstratif, formel, etc. Les acteurs, j'ai pas trop aimé, etc. Et là, je sais pas, il a retrouvé il y a une grande sobriété quand même. C'est-à-dire que même, tu vois, on pourrait se dire, il tourne son film en 3D, 120 fps, etc. Mais même formellement, quand même le film est tourné en 120 fps, il y a peu d'effets de style. Il y en a, ils sont bien vus. Souvent, c'est sur les transitions. Sur les transitions, alors voilà, Ang Lee, ça a toujours été un grand cinéaste qui fait attention, comment dire, qui est très porté sur les montages enchaînés, fondus, avec certains effets de style, etc. Tant mieux, ici ça lui va bien, parce que d'autant plus c'est un film qui ne fait faire que des allers-retours entre l'actualité, le passé, etc. Et voilà, c'est d'autant plus beau à notifier dans un cas pareil. D'autant plus que maintenant qu'on commence à prendre du recul sur la guerre en Irak et sur la guerre en Afghanistan, par exemple, il y a 1 ou 2 ans, on apprenait le chiffre qu'il y a plus de soldats qui sont morts aux États-Unis à cause du SPST, donc syndrome post-traumatique. Post-traumatique. Voilà. Décidément, donc qui ont mis fin à leur jour plus aux États-Unis que directement sur le terrain en Irak. Et évidemment, tout ça se télescope avec un film comme Billy Lynn, qui a une issue tragique. On va pas trop en dire non plus, même si c'est vraiment couru d'avance en quelque sorte. Même si elle est très jolie la fin, quoi. Mais et c'est terrible sur ce que ça raconte. En fait, c'est toujours ça qui est très beau dans les films de guerre, même si c'est pas vraiment un film de guerre. Mais c'est cette alchimie très bizarre, très particulière, très discutable parfois, mais entre la beauté de la chose, c'est-à-dire que la beauté de la camaraderie, la beauté du je t'aime, tu m'aimes, genre de pure bromance parfois, etc. Voilà. Et l'absurdité qui oblige à ça aussi. Oui, parce qu'en plus, justement, dans cet amour entre frères d'armes, c'est une pure candeur dans le film. C'est premier degré, mais on y croit. Justement, avec ce personnage de Vin Diesel, on y croit. Ouais, à un moment, il dit « je t'aime » à chaque membre de l'équipe avant de passer à l'action. Et t'y crois, quoi. C'est pas ridicule. Et j'aimerais bien aussi dire un mot aussi sur le personnage de Steve Martin, qui joue le méga mania des médias, on dirait Rupert Murdoch en mode extrême, alors que Steve Martin en plus c'est un mec plutôt dans la comédie et dans souvent les comédies un peu gogol américaines. Là il joue un personnage cynique, noir et sombre, et en plus des fois on l'a en plein milieu de l'écran qui nous regarde face caméra, enfin. Et on y croit, c'est pas ridicule. Et non, c'est malsain aussi. Voilà, c'est malsain parce qu'il y a une colère froide derrière. Enfin, Ang Lee arrive vraiment à sortir de l'acteur comique Steve Martin un vrai rôle de méchant cynique, mais froid en plus. T'as vraiment l'impression que c'est un pur reptilien. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dedans. Et puis il y a toujours cette confrontation entre l'Amérique guerrière et l'Amérique familiale. Et en plus, quand le film est sorti, je pense qu'il ne s'en cache pas. C'était vraiment dans le film, il y a un avertissement de l'Amérique de Trump qui est formel dans le film. Il sort aujourd'hui chez nous, mais il était sorti au mois de novembre au moment des élections. C'est pas fin. C'est formel, que c'est une vraie critique de ce qu'il annonçait et de ce qu'on vit actuellement aux États-Unis. Voilà, et puis il y a une qui fait un petit peu écho à Steve Martin. Tu as une confrontation avec Tim Blake Nelson, qui est incroyable, parce que Tim Blake Nelson, donc, qui est un entrepreneur texan qui fait le forage pétrolier.
qui explique aux Marines que lui il se démène pour que son forage pétrolier à domicile marche, pour que les États-Unis n'aient plus besoin du pétrole des étrangers, pour que les garçons puissent revenir au pays, quoi. Dans le pays. Non, en plus c'est même pas un forage pétrolier classique, c'est le truc par fraction hydraulique, le truc qui pollue tout, enfin c'est encore plus cynique. Et alors, cette scène est, c'est très très beau en plus comment il la tourne, filmé, comment il joue sur le malaise, etc. Angli. Mais bon, voilà, très joli film. Un jour dans la vie de Billy Lynn. À voir dès que vous pouvez en salle parce que c'est vraiment tout petit circuit. Il est distribué dans 4 ou 5 cinémas à Paris, je crois. Voilà. En province, ça va être encore plus difficile. Je crois qu'à Paris, c'est que sur 4 cinémas. Voilà. Donc, à la rigueur. Bon, de toute façon, même si vous allez le voir en salle, en soi c'est bien, ça fait des entrées, mais pour le peu que ça fera, vous pouvez toujours attendre sa sortie en vidéo si vous voulez vous le prendre en 3D, parce que donc Sony a dit qu'il normalement devrait sortir un Blu-ray 3D. Si vous voulez le prendre en 3D, nous on le reverra en 3D dans le 4 moment mois. venu, même s'il n'y aura pas forcément les 120 FPS. Bon. Et on verra bien quoi. On se contentera du mieux. Donc, un jour dans la vie de Billy Lynn, de Ang Lee, on rappelle Oscar du meilleur réalisateur pour son précédent film, un des meilleurs films de l'année, je pense. En tout cas, il sera dans mon top 20. Je vais essayer de maintenir. C'est mieux que La La Land, c'est ça ? C'est mieux que La La Land. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Alors, sinon, un autre côté de l'Amérique sombre, c'est Jackie. À nouveau réalisé par un réalisateur étranger, donc Pablo Larraín, dont on a eu donc le Neruda qui est sorti il y a un mois, le 4 janvier. Donc on a eu son précédent film qui est sorti il y a un mois et son nouveau film pour les Oscars, on va dire, Jackie, avec forcément Nathalie Portman qui est la concurrente en quelque sorte, aussi avec Emma Stone et Isabelle Huppert pour elle, mais voilà, Jackie. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Parce qu'apparemment, ça en a désarçonné plus d'un. Voilà. En fait, c'est assez simple. C'est tout simplement le quotidien. C'est un film qui suit le personnage de Jackie Kennedy au lendemain de l'assassinat de John Kennedy. Et ce qui est très intéressant, c'est absolument le hasard du calendrier, mais là, on parle du coup sur coup de 2 films qui sont 2 traumas de l'Amérique profonde, qui sont 2 films qui sont, je dirais presque montés un petit peu pareil, avec des allers-retours entre le trauma, l'actualité, des éléments qui orbitent autour, etc., des malaises qui orbitent autour. C'est 2 films qui ont plus à voir qu'il n'y paraît, même si formellement ils sont aux antipodes. Là, Jackie, c'est l'histoire en fait de Jackie Kennedy, c'est même beaucoup plus tard, qui raconte auprès d'un journaliste qui est joué par Billy Crudup de ce moment-là jusqu'à sa vie d'aujourd'hui, qui essaie de se reconstruire. Et justement, on a tous ces allers-retours par rapport à cet événement à la fois fondateur et complètement voilà, donc cet événement bouleversant. Donc l'assassinat de Kennedy qui a refaçonné complètement l'Amérique moderne, son rapport à la violence, son rapport à la présidence, son rapport au pouvoir, et aux médias. Et donc Jackie, il en fait un personnage très très particulier. Il joue sur évidemment l'image que l'on connaît d'elle entre cette première dame un petit peu parfaite, un petit peu très télégénique. Très télégénique. Il joue notamment sur la fameuse visite de la Maison Blanche qu'elle avait fait, etc. Et il en fait un personnage qui est très ambigu. Sur même lui, le regard qu'a sa caméra dessus est très ambigu, mais je trouve ça très bien. Parce que voilà, il n'est pas tombé dans la géographie vulgaire avec Nathalie Portman sublime. Non, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, Jackie, c'est un personnage qui lutte tragiquement contre un oubli qui est complètement maladif. En fait, l'ombre qui recouvre le film, c'est pas tant la mort, c'est dedans. Hein. C'est pas tant la mort, c'est l'oubli. Et l'oubli de Kennedy, forcément, mais l'oubli d'elle aussi, l'oubli de sa famille, l'oubli de ce qu'elle a fait, tenté de faire pour les États-Unis. Et c'est un point de vue qui est très 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 beau, qui est très très assimilé de manière vraiment très douce par Pablo Larraín dans sa mise en scène, qui est très il a par exemple sur son image, il a une image qui est très douce, très voilée. Très voilé. Il a reproduit un petit peu l'esthétique l'esthétique couleur des années 60-70, mais les couleurs un peu délavées, couleurs un peu pas documentaires non plus, mais
voilà, comme certains, pas tous, mais comme certains des films du Nouvel Hollywood qui étaient tournés en extérieur avaient des photos un peu délavées comme ça. Bah, en plus, il mélange avec des images d'archives à plusieurs moments. Voilà, et du coup, il a ce traitement, voilà, un traitement formel aussi qui est très ambigu parce que c'est un film qui est pas beau au premier degré. L'essentiel des images, elles sont, parfois c'est surexposé sur certains trucs, parfois sous-exposé. Il y a beaucoup de contre-jours, il y a beaucoup de grains. Sur certains plans, des fois, ça explose. Ouais. Voilà, et il arrive à, entre guillemets, sortir d'un carcan qui est très difficile, qui est le biopic. Donc là, il en a fait 2 coup sur coup avec Neruda. Neruda, c'était autre chose parce que en plus d'être le biopic, donc justement sur donc, l'artiste qui était aussi opposant politique, enfin voilà, il y avait en plus une tonalité fictionnelle puisqu'il rajoutait des personnages qui n'existaient pas dans la réalité. Enfin, c'était très étrange. Neruda, c'était vraiment un poème lyrique, on pourrait dire. Là, Jackie, on revient dans la réalité, dans une réalité de Jackie Kennedy, parce que là on n'est plus vraiment, c'est pas vraiment un biopic, on va dire au sens historien du terme où on recherche les faits, c'est vraiment la vérité de Jackie Kennedy dans la façon où elle veut entretenir la légende de John Fitzgerald Kennedy sans pour autant nier les faits qui se sont déroulés. Enfin, c'est très ambigu le film. Et puis surtout, donc c'est ambigu comme tu le dis, et puis il se place pas vraiment, il n'impose rien. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce truc un petit peu difficile dans les biopics quand on impose quelque chose sur le personnage, c'est-à-dire qu'on impose qu'il soit bon, qu'on impose qu'il soit mauvais, etc. Bon, ça peut être réussi parfois, mais c'est assez glissant. Et dans le cas de Jackie, par exemple, moi, le personnage de Jackie, je le trouve pénible. J'ai pas été, j'étais un petit peu gavé par Nathalie Portman qui en fait des caisses. Enfin, c'est marrant. Moi, je me suis un peu réconcilié avec elle. Mais pas complètement non plus. Mais voilà. Il y a un truc assez. Mais tout ça, c'est aussi un petit peu voulu par la reine qui en joue de elle directement. Elle, par rapport à son entourage aussi, t'as un très très beau, t'as des très très belles scènes avec l'entourage. Avec Bobby Kennedy par exemple. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'en plus la reine il vient pas dessus. Justement, c'est ça qui m'a étonné. C'est bon, ça c'est pour le coup c'était les faits, mais le personnage qui est le plus proche d'elle dans le film, parce que assez souvent dans les plans, même quand elle est avec plusieurs personnes, par exemple, moi je pense au moment où tu as Lyndon Johnson qui prête serment dans l'avion, quand la caméra la suit, on a vraiment l'impression qu'elle est toute seule. Alors que pourtant, il y a 10 personnes dans l'image. Tu as l'impression qu'elle est tout le temps toute seule. Et le seul personnage qui arrive à rentrer dans son cadre à chaque fois, qui arrive à croiser son regard, c'est Bobby Kennedy, qui lui-même se fera assassiner plus tard. Et forcément, donc il y a cette image de mort et tout ça. Mais Pablo Larraín, il n'insiste pas là-dessus. Il n'insiste pas sur l'idée que Bobby se fera assassiner plus tard et que lui-même, c'est déjà un mort et qu'elle est toute seule, en fait, depuis le début. Mais c'est ça que je trouvais étrange. Il y a plein de choses en fait qu'il arrive un petit peu à suggérer, mais sur lesquelles il n'insiste pas. Comme par exemple sur John Kennedy, donc, qui est pas un saint, on le sait. Et quand bien même Jackie convoite un petit peu cette image du saint président, la reine fait ni en sorte de la démolir, ni en sorte de l'exulter. C'est-à-dire, par exemple, tu as une réplique ou deux où Jackie revient très très furtivement sur sa relation avec John. Et, sur ses affaires. Sur ses affaires, et où elle dit, mais à chaque fois il revenait vers la famille. Ouais. Et tu vois, tout est dit. C'est-à-dire, tu as un petit peu tout dit quand même. Jure juste une réplique sans avoir insisté, sans avoir vendu la mèche, sans être exhaustif, parce que de toute façon, tu ne le peux pas. Comme sur l'assassinat, à chaque fois, on s'en tient. Est-ce que c'est. On a arrêté un type à Lee Harvey Oswald. Est-ce que c'est lui? On ne sait pas. Il s'est fait assassiner. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il y a pas. Évidemment, il n'y a pas l'histoire de complot. Il n'y a pas. Mais c'est pas l'histoire c'est pas Parkland, quoi. C'est pas le complot politique. Mais on sent qu'on est quand même dans une spirale qui est complètement vertigineuse, qui bouffe Jackie, qui trouve quelques moments de pause, et là où ils sont très beaux aussi, quelques moments de pause dans des scènes de confession qu'elle a avec John Hurt, forcément, voilà, qui est un prêtre. Et donc c'est des scènes qui, une petite parenthèse, sont des scènes qui m'ont beaucoup ému, parce que John Hurt en soi est un personnage simple, c'est juste un prêtre
qui est un peu détaché du voilà, truc. qui est un mais petit peu voilà. détaché, mais qui a des très 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 belles répliques. Et donc John Hurt, qui nous a quittés maintenant il y a quelques jours, alors qu'on enregistre ce FDBF, ça m'a beaucoup ému de le voir là, Qui parle du sens de la qui vie. parle du sens de la vie, etc. Puis bon, bien vivant, etc. Il y a toujours ce côté, bon, bah, cinéma, ça rend un peu immortel aussi. Et donc c'était très très émouvant, et surtout ça fait vraiment des pauses dans le film. Il intervient assez tardivement, enfin il intervient dans les dernières 45 minutes. Il y a 3 scènes, quoi. Non. Voilà. Et il est monté de manière. Alors le montage du film, le montage du film est assez, on va dire, libre. Il fait beaucoup d'allers-retours, il cut dans les images, il cut dans les scènes, etc. Ça aurait pu être fait avec beaucoup de lourdeur, mais soit ça épouse vraiment les entre guillemets les aléas de l'humeur, je sais pas si c'est le bon terme, de Jackie, pas de l'humeur, mais c'est vrai que des fois, de l'état psychique, on va dire, de Jackie. C'est vrai que Neruda, à plusieurs moments, il présente un personnage contradictoire, parce qu'il y a toute une question sur la procession, donc finalement qui aura lieu à travers Washington, donc avec le cercueil qui sera transporté à travers la ville, savoir est-ce que les gens ils vont prendre les voitures blindées ou est-ce qu'ils iront à pied, enfin il y a plein d'allers-retours, et que même Jackie à un moment elle est sûre d'elle, justement elle s'engueule à un moment avec Bobby Kennedy, où genre la première fois elle t'explique non, ce sera en procession, on ira à pied, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et après, elle l'engueule à nouveau en lui proposant le contraire, en disant toi, tu voulais qu'on ait la procession à pied, non, on ira en voiture parce que c'est comme ça. Et justement, il présente vraiment un personnage qui est en fonction des moments. Et voilà, puis pareil avec les enfants, avec les enfants aussi sur l'exposition sur médiatique. L'instrumentalisation ou pas. Des enfants qui, pareil, ils jugent pas vraiment. La reine, il invite même pas forcément le spectateur à juger, parce qu'évidemment, à un moment, il se pose la question de pourquoi Jackie Kennedy met ses enfants au premier plan dans certaines scènes ou dans certains événements publics, alors que ses enfants auraient pu, entre guillemets, vivre leur deuil de manière plus privée. Donc, la reine pose la question. Ça contribue aussi à caractériser le personnage de Jackie qu'il fait, ce que je trouve assez subtil de sa part. J'aurais des réserves sur le reste. Parfois, le rythme est un peu branque-ballant. Parfois, le film a du... Enfin, il y a un peu des nappes et tout ça. Voilà, il y a peut-être quelques... Je dirais même pas qu'il y a quelques ventres mous, parce que le film est vraiment tout ce rythme qui est extrêmement incertain. Mais j'ai été vraiment pris dans l'aventure, dans la proposition. Au moins, même si j'étais pas sûr d'avoir adoré, quand je suis sorti, je me suis dit, c'est une proposition qui m'a intrigué tout du long. Même quand il y avait des baisses de rythme, etc., pour le peu de rythme qu'il y avait, ça m'a intrigué tout du long. Donc, franchement, dans le paysage assez morne des biopics américains, tout par rapport au Imitation Game, par rapport à tout ce qu'on peut avoir, etc., clair. Avoir un truc comme Jackie, je trouve que ça fait du bien, voir quand même on n'accroche pas totalement au procédé que propose Pablo Larraín. Mais je reviens quand tu disais sur les enfants, parce qu'à un moment on lui demande pourquoi vous avez montré vos enfants pendant la procession du ça. Elle explique d'un côté c'est quand même on explique la mort d'un père de famille et donc d'une femme dont le mari a été tué et 2 enfants dont le père a été tué. Donc en effet c'est une famille, mais en même temps de l'autre côté c'est plus le père de famille, c'est le président de l'Amérique, c'est le président de tous les Américains. Et Jackie, elle se présente vraiment, quand tu parlais de la question de l'oubli, elle est surtout gardienne d'une mémoire. Et on en revient à cette question, est-ce qu'on se souvient plus des faits ou de la légende ? Et Jackie, ce film-là, ça parle complètement de ça. Et elle s'investit de préserver cette mémoire, où d'un côté, on a la famille de John Kennedy qui veut qu'il soit enterré avec la famille, et de l'autre côté, Jackie qui s'oppose, qui dit non, c'est le président des États-Unis, donc il doit être enterré à Arlington, donc le plus grand cimetière connu et qui est à Washington. Enfin voilà. Donc on a cette question d'ambiguïté où Jackie, c'est la seule qui est gardienne de la mémoire, sachant que Lyndon Johnson, donc président suivant, il est déjà dans sa tête pour la guerre du Vietnam. Il va un petit peu balayer. Voilà. Même Bobby Kennedy dit qu'il va détruire tout ce qu'ils ont essayé de construire avec John. Donc c'est très intéressant, et je rebondis aussi sur quand tu parlais de l'impression de spirale vertigineuse, tout ça, de la musique aussi, dès l'ouverture. On a ces nappes de violon, tout ça qui passe sur la gauche, puis sur la droite. On a vraiment l'impression de tomber.
et on tombe. Musique qui a été composée par Mika Levy. Voilà, bah, je sais plus quelle bande originale elle avait fait, mais je sais que c'est un futur très bon et il correspond vraiment à l'idée que Pablo Larraín déploie dans son film, c'est l'impression de vertige, de chute, et que le seul moyen on va dire, pas de se rattraper, ou en tout cas d'éviter de tomber plus loin, on est soit dans la foi, dans le spirituel, donc avec le personnage de John Hurt qui essaie de relativiser, on essaie de revenir dans l'humain, et aussi face à la dimension énormissime de la figure du président des Américains qui dépasse le cadre de la famille, de l'humain. Mais qu'il dépasse et qui en même temps est dedans, parce qu'il y a un personnage qui rappelle très joliment à la fin que si John Kennedy était le père de tous les Américains, Jackie c'est aussi la mère. Voilà, donc on est justement entre les deux avec le personnage de Jackie, et je trouvais ça extraordinaire. Et puis ici, petite mention, ce cadre en 1,66 que moi j'adore, tout simplement, même parce que bon, c'est le format de l'image. D'habitude, on a plutôt soit du 2,35 en cinémascope, soit du 1,85 en panoramique. Là, c'est du 1,66, donc l'image est un peu plus raccourcie sur les côtés gauche et droite, et je trouve sur les gros plans, sur certains champs contre champs où il va cadrer les personnes au milieu du plan. C'est très beau. Puis aussi Peter Sarsgaard qui est très bien en Bobby Kennedy. Enfin voilà, allez voir Jackie, faites-vous votre propre avis. Donc ça vous convaincra pas forcément parce que évidemment c'est un rythme, on l'a dit, c'est un style particulier, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs en plus c'est un scénario de Noah Oppenheimer, scénariste de Divergente et Le Labyrinthe. Donc comme quoi on parlait du scénariste de Premier Contact dans notre émission, qui n'avait pas forcément une carrière grandiose avant. Peut-être que Jackie, ça va lui permettre de faire des très bons films après, quoi. Voilà, donc ça c'était en cinéma. Côté vidéo, maintenant, bon là c'est moi qui vais un petit peu parler de ça, parce que tu ne l'as pas encore vu, et j'espère que tu vas le rattraper très rapidement. C'est Kubo et l'armure magique de Travis Knight. Tu as vu quand même Coraline, Paranorman, enfin Paranorman peut-être pas. Non mais Coraline, oui. Voilà, donc Travis Knight qui avait bossé en tant qu'animateur sur Coraline, avait réalisé ensuite Paranorman et Box Trolls, donc du studio Laika, qui est donc, je crois, peut-être un des derniers studios, en tout cas américains. Travaillé de manière artisanale. Voilà, avec le studio Hardman de nos amis. C'est anglais encore. Voilà, qui font Shaun le Mouton 2 bientôt. Qui font de la pâte animation. Voilà, et donc Kubo l'armure magique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Kubo, qui raconte des histoires pour gagner quelques petits sous dans le village local. Ça se passe au Japon, dans un Japon médiéval. Et il a, avec son instrument de musique, quand il joue, il anime des petites figurines en origami. Et il raconte des histoires d'un chevalier contre un grand seigneur au pouvoir magique de la Lune. Et en fait, sans le vouloir, il raconte sa propre histoire, puisque c'est l'histoire que lui raconte sa mère tous les soirs, sa mère qui essaye de le cacher de son grand-père. Enfin, je ne vais pas en dire plus. C'est toute une histoire, comment dire, d'héroïsme tout simple. C'est les fameux monomythes qu'on pourrait retrouver chez Joseph Campbell, où donc c'est le jeune héros qui en fait ignore sa propre histoire, ignore son propre passé, et qui est surprotégé par sa mère à cause de la menace qu'il pèse par rapport à sa propre famille. Et forcément, il se passera un problème dans sa vie qui le lancera sur une longue quête à travers le Japon, le monde sauvage, la neige, les villages. Et c'est une très très jolie histoire, puisque ça va au-delà donc du petit côté spectaculaire. Il y a des personnages très rigolos, il y a un petit ventre mou au milieu, mais ça passe bien parce que l'animation est super belle. Ça a été tourné en 3D. Donc là encore, on en revient un petit peu à Billie Lynn, où il y a tellement peu de films qui sont tournés en vrai 3D qu'il faut vraiment aller voir ce type de film-là. Le film est disponible en Blu-ray 3D évidemment. Et Kubo, c'est une très jolie histoire parce que ça nous parle aussi de la question de la mémoire, on va dire de la mémoire de nos chers disparus et de la mémoire qu'on nous transmet, sachant que les morts, quand ils disparaissent, ils sont toujours avec nous. Et c'est pas ce que nous raconte directement la fin du film, mais ça parle de ça, que ceux qui nous sont proches sont toujours avec nous. Donc
c'est évidemment un thème qui parlera plus, on va dire, aux ados et aux adultes, mais le film parle et aussi parlera forcément aux adolescents, puisque le petit Hirokubo, c'est un petit garçon qui a pas peur de se lancer à l'aventure et tout ça, même s'il y a beaucoup de risques d'y passer à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a des compagnons un petit peu bizarres. Il a un gros scarabée qui est un chevalier, un samouraï scarabée et un singe, enfin une guenon qui le soutiennent dans l'aventure. Enfin, c'est une petite bande un peu hétéroclite, mais l'histoire est très jolie. Il y a des petits retournements, on peut s'y attendre, mais tout le reste de l'histoire, tout le reste du film est super bien mené. Il y a une BO extraordinaire de Dario Marianelli, qui est d'ailleurs, je crois, nominé aux Oscars cette année. C'est vraiment un film très très beau, et en film d'animation, l'an dernier, ça faisait partie des meilleurs, avec La Tortue Rouge et tout ça. Donc ça vient de sortir en DVD, Blu-ray 3D, et donc il faut absolument le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc DVD, Blu-ray 3D chez Universal, qui est sorti le 31 janvier. Donc si vous avez aimé donc Paranorman, Box Troll, Coraline en 3D, foncez, achetez tout de suite Kubo et l'armure magique de Travis Knight, donc du studio Laika, qui est sorti donc en DVD Blu-ray 3D chez Universal le 31 janvier. Maintenant, je vais te laisser un peu la parole, Marc, puisque nous allons parler de La Danseuse de Stéphanie Di Giusto, qui est sortie donc en DVD Blu-ray chez Wildside le 1er février. Et forcément, il fallait un petit peu en parler, parce que bon, des bons films français et en plus historiques, ça se compte un petit peu sur les doigts d'une main en ce moment. Voilà, alors La Danseuse, qui est l'histoire de la carrière de Loïc Fuller, américaine, arrivée en France, connue notamment pour la danse qu'elle a développée avec ses mouvements de drapé sur lesquels elle projetait des couleurs, ce qui a été beaucoup repris ensuite. Les Lumières ont fait les Frères Lumière ont fait un court-métrage dessus. Et donc voilà, les mésaventures, entre guillemets, ou bonnes aventures de Loïc Fuller pour imposer cette invention dans la nouvelle époque, la période de transition entre le 19e et le 20e siècle, de créer ça comme la modernité de la danse artistique, la modernité de la Parce que la danse contemporaine. C'est une œuvre. Et donc qui est notamment fait face à sa fameuse rivale, la Isadora Duncan, qui est dans le film interprétée par Lily Rose Depp. Loïc Fuller est interprétée par Soko, la chanteuse qui est aussi actrice. Et donc voilà, La Danseuse, c'est le premier film de Stéphanie Di Giusto. C'est un film qui m'a laissé un petit peu dubitatif, mais néanmoins on en parle parce que faut quand même marquer l'ambition du film, qui est sur deux continents, parce qu'il a un prologue aux États-Unis, le film. En plus, le prologue, l'ouverture, c'est un western. Voilà, un premier prologue dans l'Ouest, on va dire, puis ensuite une seconde partie à New York à la fin du 19e. Et donc voilà, c'est un film qui est assez ambitieux sur la société de cette époque en Europe et aux États-Unis, sur le rapport à la création artistique moderne, c'est-à-dire à la révolution artistique, à l'art contemporain pur et dur, voire à l'art expérimental, puisqu'en l'occurrence, elle développe elle-même ses propres techniques qu'elle fait breveter. Et puis voilà, après, le film se centre éventuellement comme un hommage au travail de Loïc Fuller, à son inventivité, au travail qu'elle a abattu pour créer tout ça. C'est pas forcément un film qui va être très profond dans ses relations avec les personnages. Le film essaye par exemple de parler un petit peu de l'aspect relationnel de Loïc Fuller, qui donc était bi, Loïc Fuller. Bon, ici c'est très timide, ça a été un petit peu reproché au film d'ailleurs, mais ici c'est très timide. Il y a une relation ambiguë avec son assistante qui est Mélanie Thierry, avec Gaspard Ulliel aussi. Pardon. Enfin, avec Gaspard Ulliel aussi. Gaspard Ulliel, donc qui est un mécène, qui est un personnage inventé pour le coup. Il n'a pas existé. Qui est très bien tenu. Alors là pour le coup, je vais insister un petit peu dessus, qui est très très bien tenu par Gaspard Ulliel, qui ces derniers temps, je l'ai trouvé, moi je l'ai pas vu dans le Dolan, mais entre là et le Saint-Laurent de Bonello, j'avais pendant longtemps, j'avais pas aimé Gaspard Ulliel, et là coup sur coup, je le trouve vraiment. C'est un jeu très sobre. Voilà, quand il fait cette figure charismatique, magnétique, un petit peu coupée du réel,
Voilà, ce un peu bourgeois. Froid, en plus, il est un peu froid dedans. Voilà, ce bourgeois froid, beau mais froid, un peu inquiétant. Bon, il est assez fort là-dessus. Et j'ai envie de le voir du coup dans davantage de rôles. Et le film, voilà, pour revenir au film en lui-même, il vaut aussi parce qu'il y a Benoît Deby qui fait la photo, qui a donc, avec Stéphanie Giusto, ils ont reconstitué les danses de Loïc Fuller avec les projections. Donc, faut imaginer les danses, en fait. Elle a des grandes robes blanches. Au bout de ses mains, elle a des grands bâtons en bois. Et ces énormes drapés blancs, elle les fait virevolter autour d'elle pendant qu'il y a des opérateurs techniques qui avec des projecteurs projetaient du jaune, du rouge, du bleu, du rose, etc. en rythme. Et donc, voilà, donc Benoît Deby et Stéphanie Giusto ont reproduit ça dans les spectacles de Loïc Fuller qui sont filmés sans effets spéciaux. C'est un petit peu la performance du film pour rendre hommage à Loïc Fuller, de reconstituer ça avec ses propres techniques à elle qu'elle avait fait breveter à l'époque. Donc voilà, le but cherche avant tout à rendre hommage à une danseuse qui est fondatrice une des fondatrices, entre guillemets, de la modernité de la danse contemporaine. Quand même, j'ai pas été intégralement conquis par le film, je peux quand même le mettre tout ça à son crédit. À son crédit. Non mais voilà, même moi je trouvais que la première scène, enfin la première fois où on la voit faire le spectacle, faire le show, c'est un long travelling avant, plan séquence où on est à l'extérieur de la salle, puis on rentre progressivement puisque c'est un spectacle où en gros d'entracte, c'est juste pour un entracte, c'est pas un spectacle à proprement parler. Je trouvais que la mise en scène défonçait et par rapport à toutes les propositions que l'on a dans le cinéma français, que ce soit pas forcément même juste dans le propos du scénario, mais même artistique, visuellement, je trouvais que ça tranchait par rapport à la moyenne nationale, quoi. Donc franchement, pour moi, la danseuse, ça mérite d'être vu au moins une fois, quoi. Même si on n'adhère pas forcément à l'histoire ou au personnage, visuellement, ça défonce, quoi. Voilà. Puis bon, c'était quand même un premier film, donc autant le souligner. Malgré, puis je terminerai là-dessus, malgré une utilisation une énième fois un peu chichiteuse de la musique de l'assassinat de Jesse James, qui est sempiternelle reprise quand on fait un film de ce genre-là. Bon, j'ai mis mes réserves là-dessus, mais bon. C'était toujours mieux que dans Free State of Jones. Voilà, en effet. Donc bon, c'est le coup de cœur d'Alexis pour en parler pour ce FDBF. Donc voilà. C'est aussi l'occasion pour nous d'en reparler un petit peu. Donc on verra comment évolue la carrière de Stéphanie Giusto dans le futur. Je pense en bien, mais en tout cas, il y a aussi Lily Rose Depp en second rôle qui est un peu plus mineure. Tu vois, elle est un peu plus détachée dedans, mais en tout cas, voilà, rien que pour la photo de Benoît Deby qui est extraordinaire aussi dedans. Donc la danseuse de Stéphanie Giusto qui est disponible maintenant en DVD, Blu-ray chez Wildside depuis le 1er février. Donc voilà, c'était le podcast numéro 9 du Festival des bons films. Donc on vous rappelle Un jour dans la vie de Billie Lynn de Ang Lee, Jackie de Pablo Larraín qui sont dans les salles, mais aussi Kubo et l'armure magique et la danseuse qui sont dans les bacs. Donc évidemment, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique, revoyez-nous sur YouTube et réécoutez-nous sur Mixcloud. Donc allez voir des films c'est bien, mais en voir des bons, c'est vachement mieux. Et oui, donc rendez-vous au prochain podcast ou à la prochaine émission. Salut!